Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Juste après l'arrivée, notamment des qualifications du Grand Prix, vous avez le droit aux shorts et au TikTok. Également, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également aller voir la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, aller voir la page de la chaîne également directement, les différentes playlists également. Un Grand Prix pas passionnant, on va pas se mentir. Pas passionnant sur la piste, presque plus passionnant en dehors de la piste, avec toujours l'affaire Red Bull. Comme le disait très bien Franck Montagnier en ce moment, c'est pas très passionnant ce qui se passe sur la piste. Par contre, dans les coulisses, il y a beaucoup de choses et de rumeurs. On en reparlera quand on parlera de Max Verstappen. Un Grand Prix donc pas passionnant, sauf la bagarre en milieu de peloton. Là, pour les points quasiment. Il y avait Ocon, il y avait les Haas. Il y avait un peu tout le monde à ce moment-là. En passant du côté de la Haas, j'ai vu que certains ont dit que c'était anti-sportif et que notamment Racing Bull voulait en parler à la FIA avec l'appui de Red Bull. Pour moi, à partir du moment où il l'a pas fait non plus 140 fois en piste, c'est-à-dire qu'il a eu une défense agressive, mais sa défense n'a pas été sanctionnée véritablement par la FIA. Pour moi, il n'a même pas de drapeau noir et blanc, par exemple. Ça me semble compliqué qu'on arrive à quelque chose avec la Haas. Pour moi, encore une fois, il n'a pas été réprimandé pour ça par la FIA. Alors la FIA qui a des durées d'intervention qui durent 3 quarts d'heure, mais pour moi, du côté de Magnussen, enfin du côté des Haas sur la défense, pour moi, ça reste dans les règles. Et encore une fois, on a le droit de le faire en Formule 1. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on le fait, on a le droit de le faire en Formule 1. Tu m'aurais dit en cyclisme, on n'a pas trop le droit de le faire en Formule 1. On a déjà vu des mecs le faire et pas se prendre de pénalité. Donc je vois pas en quoi c'est vraiment problématique. On a le droit de jouer avec son équipier en Formule 1. Et rappelez-vous, Alonso avec Hamilton, notamment en Hongrie, quand il protège un peu la position de Ocon, la défense est musclée aussi à ce moment-là. Donc bon, faut aussi arrêter de temps en temps. Les pilotes ont le droit de se battre en piste au bout d'un moment. Quand ils s'envoient pas dans les murs. Bon, on est dans la moyenne des Grands Prix de l'année dernière en termes de spectacle, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. En plus, là, contrairement à Bahreïn, la qualif a été moins intéressante avec une domination de Verstappen. Bon, voilà, hein, toujours les mêmes soucis, c'est-à-dire peu de dépassements, notamment peu de bagarres en milieu de peloton. Sauf là, je dirais pour le dernier point, un peu de stratégie possible, parce que là, regardez Norris qui tente une autre stratégie, ben, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, il y a une stratégie qui fonctionne et pas deux. Ça aussi, il faudrait peut-être régler le problème pour au moins avoir un petit peu de tactique en course, parce qu'aujourd'hui, la tactique, ça n'existe plus en Formule 1. Et puis le DRS inutile au niveau spectacle, donc ça change pas grand-chose, on va dire, par rapport au week-end de l'année dernière et des années précédentes aussi. Bon, je vais revenir encore sur la FIA. Ah, on aime bien quand je parle de la FIA. J'ai bien aimé encore leur Grand Prix, la FIA, avec ce manque de cohérence. Ce manque de cohérence parce que d'un côté pour Magnussen, on applique le règlement à la lettre, ou pour Dorian Pain, on applique le règlement à la lettre, hein, dans un cas comme dans l'autre. Magnussen, pour moi, la première pénalité, les premiers 10 secondes de Magnussen sont très sévères, je trouve, parce que pour moi, il n'y a pas de gain. Il revient sur la piste, il essaye de revenir sur la piste tout de suite. Je trouve qu'il fait même l'effort de remettre un coup de volant pour revenir sur la piste tout de suite. Donc je trouve ça un petit peu sévère. Pour Dorian Pain, on respecte le règlement à la lettre parce que le règlement est un peu mal fichu. Pour moi, c'est l'équipe qui devrait être plus sanctionnée que la pilote. Parce que très clairement, c'est une erreur pour moi de l'équipe. Et aussi, on s'aperçoit que les drapeaux à damier sont pas suffisamment visibles, hein. Ça, c'est aussi un truc qu'il faudra peut-être corriger. Parce que, bon, et puis, encore plus quand c'est une star qui fait le drapeau à damier. Je sais pas si vous avez vu, à Bahreïn, c'était Clarkson qui a fait le drapeau à damier. Il a le bras un peu mou, Clarkson. On a failli avoir la même chose qu'avec le mec d'Apple. Donc ça fait être une catastrophe. Il a fait le drapeau avec un geste de poignet qui était très particulier.
Mais pour Magnussen, oui, bah, on applique le règlement à la lettre, pour Dorian Pan aussi, mais pas pour Norris. Parce que pour Norris, on voit bien qu'il y a un faux départ. Alors, soit il y a deux soucis du côté de Norris. Premier, bah, on voit bien qu'il y a un faux départ, donc soit c'est la FIA qui a décidé de ne pas mettre de faux départ parce qu'ils mettent des sanctions à la tête du client, ça pourrait être la première option. Si c'est vraiment ce qu'ils ont dit en après-course, c'est-à-dire que la FIA a déclaré, le transpondeur n'indiquait pas qu'il y avait un faux départ. Alors dans ce cas-là, il va falloir changer de matériel, parce que si un transpondeur n'arrive pas à voir que là il y a faux départ, c'est-à-dire que si au niveau informatique on n'arrive pas à voir qu'il y a un faux départ, c'est-à-dire que la marge d'erreur du transpondeur doit être un petit peu grande. Donc je pense qu'il faut peut-être changer au niveau du matériel. Et puis surtout, moi, ça m'a insupporté, c'est le temps de prise de décision. C'est-à-dire que Norris, départ, je crois qu'il doit falloir attendre au moins le tour 30 pour avoir l'information, quoi. Enfin, ça a mis un temps, mais un temps. Du côté de Norris, pour savoir s'il allait avoir une sanction ou pas, c'était beaucoup trop long. Encore une fois, le manque de rapidité, le manque de cohérence de rapidité, je trouve, du côté de la FIA a encore été important ce week-end. Note du Grand Prix, 8 sur 20. Bagarre intéressante pour le dernier point. J'ai bien aimé. Mes qualifs moins sympa qu'à Bahreïn, donc c'est pour ça que j'ai mis la même note qu'à Bahreïn, c'est pas par flemme. J'ai réfléchi à un moment, je me disais, est-ce que je mets 7? Je me suis dit, il y a quand même une plus grande bagarre qu'à Bahreïn. Comme à Bahreïn, j'ai mis 8. Vous savez, j'essaye d'avoir un peu de cohérence sur les notes. Pour moi, j'ai mis un 8 voilà, pour ce week-end. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Alpine, pas de miracle encore, avec en plus un souci de fiabilité. Pas de miracle parce que entre deux grands prix, on aurait pu se dire, bon, peut-être que le niveau de performance va être un peu meilleur, mais je pense que globalement la voiture est mauvaise. Que ta voiture a plein de défauts et que en plus entre Jeddah et là le Bahreïn on n'a pas mis véritablement en place d'évolution. C'est un peu plus tard où on aura les évolutions, peut-être en Australie ou peut-être plutôt à Suzuka et pour le Grand Prix de Chine. Et puis ce souci de fiabilité qui est un peu handicapant parce que Pierre ramène pas d'informations sur le week-end, enfin sur le Grand Prix. Or, ça aurait été bien d'avoir 50 tours avec des informations de Pierre, des données qui auraient pu servir à améliorer les choses sur la voiture. C'est des données qu'ils n'auront pas. Donc là, déjà, c'est un petit peu problématique. Après, le Grand Prix d'Esteban est plutôt bon. C'est-à-dire qu'il fait le maximum avec son matériel, il s'est bien battu comme un chien. Bon, pour Gasly, c'est plus compliqué. Je trouve en plus que Gasly est plus en difficulté qu'Esteban Ocon dans la voiture. J'ai l'impression qu'Esteban Ocon arrive un peu mieux à s'en sortir que Pierre. C'est mon ressenti. J'avais déjà le week-end dernier. Et puis oui, pour Esteban, il a fait le maximum. Après, il prend une 13e place, mais je pense qu'il ne pouvait pas faire beaucoup plus. Après, on sait que c'est un pilote du dimanche. Je rappelle encore une fois qu'il a eu quand même des équipiers qui n'étaient pas des branquignoles. Je pense à Alonso, les Espagnols s'en sont toujours pas remis. Et Pérez. Et puis, je rappelle le Grand Prix de Hongrie, notamment. Quand il s'impose, il a pendant 70 tours, Vettel entre l'écart, c'est 8 dixièmes à 1 seconde 5 pendant 70 tours. Je crois qu'on va pas beaucoup plus loin en termes d'écart. Donc pendant tout le Grand Prix, il a dû faire avec un Vettel dans les roues. Donc c'est pas facile. Et voilà, donc c'est un pilote qui est très bon le dimanche et qui est très bon en course. Alors que Pierre Géret est très bon en qualif et il est bon en course, mais c'est vrai qu'en qualif il est très très fort, Pierre Gasly. C'est là où il est capable de sortir des chronos franchement très bons. Et là tu vois que le souci c'est que la voiture n'est pas suffisamment bonne. Ça manque de performance, encore une fois, ça manque de rythme. On pensait peut-être que à un moment il serait en capacité, pourquoi pas, d'aller en Q2, mais dès que tout le monde augmente la puissance, dès que tout le monde augmente le rythme, il n'y a plus la capacité d'aller chercher les top places. Donc bon, ils n'ont pas fini en dernière ligne, mais sinon ça a été un Grand Prix compliqué quand même. Et on s'aperçoit que sur ce week-end, en qualif, c'est la seule équipe qui régresse sur un an. C'est quand même un indicateur on n'a pas fait du bon boulot sur la voiture. Quand on régresse sur un an, c'est qu'il y a un problème.
c'est un problème dans le fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des ingénieurs. Encore une fois, je le répète, mais cette voiture a été conçue dans une situation qui était très instable chez Alpine. C'est-à-dire qu'on commençait vraiment à dégraisser avec du Pat Simons, par exemple, qui était au départ de cette équipe. Donc il y a eu pas mal de changements avec Schaffnauer qui partait, Brivio qui était aussi à la fin de son contrat, on va dire, même s'il n'a pas eu beaucoup d'apports, David et Brivio. Donc à la fin, ça dégage, quoi. On avait bien compris que ça allait être compliqué et il n'y a pas eu de surprise. Voilà, c'est dommage. On attend maintenant l'Australie. Parfois il y a du spectacle en Australie, mais bon, c'est quand même maintenant un circuit, il faut quand même avoir un petit moteur. Et puis Suzuka, peut-être que là, ils s'en sortiront un petit peu mieux. Il y aura peut-être un point à les marquer. C'est pas une bonne nouvelle aussi, ayant marqué un point, oui, si tu veux être bien classé au classement général constructeur, il va falloir aussi que tu marques des points désormais si tu veux devancer As. Donc ça, c'est pas idéal. On regarde tout de suite les pilotes au top. Les pilotes au top pour ce week-end. Je commence avec la surprise de ce week-end, Oliver Biermann. Oui, parce que c'était pas simple pour Biermann. C'était pas simple parce que vendredi, donc il se retrouve à être dans la voiture parce que jeudi, la situation de Carlos Sainz s'est dégradée. Je pense qu'on a pris un risque, c'est-à-dire qu'on voulait, je pense, tenter le coup sans opération pour Sainz. Et puis ça n'a pas marché. Donc du côté de Fred Vasseur, je pense que l'objectif c'était d'éviter l'opération et d'essayer de faire un maximum le Grand Prix. Sauf que ça n'a pas été possible pour Sainz. Donc Sainz opéré un petit peu en urgence pour l'appendicite. Et ce qui fait que on n'a pas de Giovinazzi, on n'a pas Schwartzman. Donc on est dans l'obligation de prendre Biermann. Sauf que Giovinazzi, il a fait des Grands Prix de Formule 1. Par exemple dans sa carrière. Sauf que pas de peau pour lui. Giovinazzi, il y a l'endurance. Schwartzman, il avait fait quand même des sessions d'essais libres pendant les Grands Prix. Donc c'est déjà un peu plus d'expérience. Biermann, on est quand même sur une expérience qui est très limitée dans une voiture de Formule 1. Donc il se retrouve à avoir quasiment rien d'expérience, obligé de prendre le volant alors qu'il vient de faire la pole en F2. Donc c'est vrai qu'il avait fait la pole, il peut pas conduire lors du week-end de F2. Donc il se dit je vais faire le Grand Prix de Formule 1. C'est le premier débutant chez Ferrari, je crois, depuis Andretti. Le pilote, il n'y avait pas eu de pilote aussi jeune, je crois, depuis les années 60. C'est assez dingue quand même la situation dans laquelle s'est retrouvé Biermann. Et il a réussi à faire le baptême du feu. Il s'en est plutôt bien sorti avec aussi peu d'expérience en qualif. Il prend quand même la 11e place. Il n'est pas très loin d'aller chercher Hamilton. En course, il prend la 7e place. Il arrive à finir quand même devant des très très bons cadors du peloton. Donc ça, c'est quand même pas indéniable non plus. Surtout sur un circuit qui est exigeant physiquement. C'est-à-dire que moi, je me disais, Biermann, il va peut-être tenir 25-30 tours. Mais au niveau du coup, c'est un circuit qui est terrible. Jeddah, parce que vous avez beaucoup de virages, vous avez beaucoup de changements. Et au niveau du coup, c'est terrible. Et pour vous dire comment ça a été terrible au niveau du coup de Biermann, c'est-à-dire que le casque a déformé. Vous savez, vous avez la coque de protection autour du cou. Elle a été déformée par le casque de Biermann. C'est-à-dire tellement il s'est pris de jet et tellement il n'arrivait pas à maintenir la tête, puisque normalement les pilotes de Formule 1 maintiennent au niveau du cou la tête. C'est pour ça qu'ils ont des coups aussi musclés. Regardez la gueule du cou de Stroll ou d'Alonso, c'est assez impressionnant. Ils ont un cou qui fait le triple d'une personne normale. Ils ne doivent pas réussir à fermer le dernier bouton des chemises, les pilotes de Formule 1. C'est pour vous dire, parce qu'ils sont obligés de muscler cette partie-là pour éviter que la tête fasse comme ça ou comme ça. Et vous savez, c'est le corps qui se balance dans un rond-point. Il y en a beaucoup quand ils conduisent une voiture, vous êtes à l'arrière, vous avez le corps qui balance comme ça. L'objectif, c'est que le corps ne balance pas dans tous les sens dans le rond-point. Donc leur objectif, c'est de tenir au niveau du cou. On se crispe un petit peu, on gaine, on va dire, dans les virages. Sauf qu'à Jeddah, il y a tellement de virages qu'il a dû pouvoir le faire pendant 10 tours. Et après, ça n'a pas tenu parce que il n'a pas le physique pour tenir en Formule 1. On sait très bien que le passage entre F2 et Formule 1, il y a un vrai travail de préparation physique à faire. Regardez Sargent, il disait « j'ai pas assez bossé, même j'ai pris du muscle, j'ai pris du poids même pour être plus performant dans la voiture, parce que sinon c'était compliqué. » Et la Biermann réussit à faire ça avec aussi peu de préparation. Chapeau.
vraiment de la part du pilote anglais. Est-ce que après ça va donner une place en Formule 1? C'est difficile à dire, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes aujourd'hui de disponibles. Parce que du côté de Biermann, c'est pas forcément si évident que ça, parce qu'en F2 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu forcément des gros résultats suffisants. Parce que tu as énormément de pilotes qui toquent à la porte de la Formule 1 et aujourd'hui, il n'y a que 20 voitures. Vous savez, vous avez Pourchère par exemple, vous avez Victor Martins, vous avez Isaac Adjar du côté des Français. Il y a plein de pilotes qui voudraient aujourd'hui accéder en Formule 1, c'est pas si évident que ça. Il va falloir confirmer en F2, ce qui va pas être si facile que ça. Et puis, on a vu des pilotes comme ça réussir un très bon Grand Prix. Je pense à Nick De Vries. Et puis après, derrière, Nick De Vries, qui avait fait un petit peu un week-end dans le même genre, bah, Nick De Vries, ensuite, il n'a pas réussi à performer chez AlphaTauri. Donc, ça va peut-être refroidir certains managers d'équipe. Certains directeurs de certaines formations en se disant oui mais bon il y a eu le cas de Vries qui n'a pas été si évident que ça donc on va voir mais bon Biermann au moins il aura dit j'ai roulé une fois dans une Ferrari en Formule 1 et ça a été fantastique et j'ai permis à Julien Febvre de faire une statistique qu'on n'a absolument pas comprise sa statistique on sait pas trop où il voulait en venir je pense qu'il voulait montrer les pilotes de moins de 20 ans qui avaient marqué des points lors de leur première course. Sauf que de la manière dont il l'a dit, il me dit, mais oui, moi je me souvenais de Prost, qui avait marqué des points sur sa première course, De Vries, moi je me souvenais aussi, puis il y en a d'autres qui avaient réussi à faire ça, donc j'ai absolument pas compris où il en venait, et je pense qu'il s'en est aperçu au bout il a reçu les messages sur Twitter au bout d'un quart d'heure, il s'est dit, ouais bon, bah là oui, je crois que les gens n'ont absolument pas compris de quoi je voulais parler. Et puis bon week-end également pour Leclerc, quand même la 3e place. Dommage en course, l'arrêt au stand, il est bloqué par les voitures qui rentrent en même temps et lui il n'a pas fait de unsafe release contrairement à d'autres formations. Donc c'est dommage, ça lui coûte un petit peu de temps par rapport à Perez. Après je pense qu'il n'était pas en mesure forcément d'aller le chercher sur le rythme de course. On poursuit avec Verstappen. En piste, rien à dire. Tout s'est passé tranquillement encore. Je dirais que ça a été un Grand Prix plutôt, comme le dernier, c'est-à-dire plutôt calme. Il n'arrive pas à récupérer le meilleur tour en course. C'est peut-être la seule déception du week-end. C'est-à-dire que Max Verstappen ne récupère pas le meilleur tour en course. Bon. Après, ça aurait été quand même exceptionnel. Avec les pneus usés, là, ça voulait dire vraiment qu'il dominait complètement. Enfin, qu'il surdominait complètement. Il domine, mais il surdomine pas. Un petit step en dessous. Pour le moment, c'est sûr qu'il est imbattable. La voiture est performante. Je trouve moins grognon en plus avec ses ingénieurs que l'année dernière. Donc ça montre il sait qu'il est à l'aise dans la voiture et qu'il est vraiment au-dessus. C'est fort de la part de Red Bull d'avoir réussi à repartir sur un autre concept et d'être toujours aussi performant. Parce qu'il démontre que ce que n'a pas réussi à faire Mercedes, eux, ils arrivent à le faire. Tout simplement. Donc ça fait mal, je pense, aux ingénieurs de Mercedes en ce moment. Sauf que du côté de Verstappen, tu as les coulisses. Et que du côté des coulisses, c'est l'enfer. C'est l'enfer. La situation du côté de Christian Horner. Bon, on va pas se mentir, il y a eu une enquête interne, elle a été bâclée. L'objectif était... alors ça c'est incroyable déjà. Bon, l'enquête interne, il faut une enquête interne, on vire pas Horner. Déjà l'enquête interne c'était une mauvaise idée. Pour moi il aurait fallu faire une enquête indépendante. On est en 2024, c'est-à-dire qu'on ne croit absolument pas aux enquêtes internes dans ce genre d'affaires. Donc d'inconduite sexuelle. Ensuite du côté de Christian Horner, je crois que plusieurs personnes voulaient sa tête. Donc cette semaine, pendant le week-end, ça a été à la recherche de qui est la taupe. Il semblerait que la taupe, ça soit le directeur des jeunes pépites de Red Bull. J'ai oublié son nom. Red Bull, c'est jeune pilote. Je vais retrouver le nom. Le Red Bull Junior Team. J'ai oublié le nom du directeur du Red Bull Junior Team. Bon, je vais retrouver ça, mais
On sait que le mec qui dirige, alors ça va m'énerver, Christian Horner, Helmut Marko, voilà, j'avais oublié le nom d'Helmut Marko, qui a déjà eu aussi des affaires au cul, hein, parce qu'il y avait eu une affaire avec Pérez, où il aurait eu des propos racistes sur Pérez, mais on sent bien on commence à comprendre comment ça marchait Red Bull un petit peu, c'est-à-dire un Christian Horner qui commence à prendre de plus en plus de poids dans la structure Red Bull et qui commence à avoir un management où il veut avoir de moins en moins de personnes qui lui fassent de l'ombre, avec plusieurs clans. Je pense que dans le clan Horner, il y a Pérez, et c'est peut-être pour ça que Pérez reste en Formule 1 actuellement, parce qu'il est soutenu par Horner, et que de l'autre côté, vous avez un clan Helmut Marko, qui sent Helmut Marko, qu'on veut le dégager, et qui s'est dit, perdu pour perdu, bam, je balance les rumeurs dans tous les sens, et comme moi, je suis pote avec Max Verstappen, et bah si si on me vire, grosso modo, Verstappen part en même temps. Dans la situation de l'affaire Red Bull, je pense qu'il y a aussi bientôt la FIA qui va s'y mettre dans la situation actuelle. Et surtout, face à Christian Horner, désormais, on savait qu'il était soutenu par les Thaïlandais. C'était ça la force de Christian Horner, c'est-à-dire qu'il y avait le board thaïlandais qui le soutenait parce que les Autrichiens voulaient le virer. Et ne l'avait pas viré. Sauf qu'il semblerait que les Thaïlandais le soutiennent de moins en moins parce qu'il commence à y avoir aux États-Unis notamment. Vous savez que Drive to Survive, la Formule 1 est devenue un marché important pour les États-Unis. Et donc il y a du boycott de canettes Red Bull. Or, les États-Unis, c'est un marché important pour Red Bull. Ils ne peuvent pas ne pas être présents aux États-Unis parce que sur les consommations de soda, et de boissons énergisantes, c'est un pays qui en utilise énormément. Hein. C'est le pays du Gatorade quand même, les États-Unis. Donc on se retrouve dans une situation qui commence à sentir pas bon au niveau business pour Red Bull. Et puis je pense qu'ils s'aperçoivent qu'en termes d'image, c'est pas top. Plus, alors là, ça s'est rajouté lundi. J'ai appris que la personne qui a été accusée, qui accuse Christian Horner, est de la famille du guitariste de U2, donc Edge, pas Bono, parce que j'ai vu une vanne sur Twitter qui m'a fait énormément marrer, parce qu'elle a dit qu'on dit Bono a enfin eu la tête de Christian Horner, le guitariste de U2 c'est Edge, et que U2 voudrait faire une chanson sur l'affaire. On arrive à un niveau où ça commence à puer du cul, plus Ford veut plus mettre ses billes, hein. Techniquement pour le moment, au niveau du nom de moteur Red Bull, ils veulent le départ de Christian Horner, ils l'ont annoncé assez tôt en amont, plus Verstappen qui a dit, si Marco part, je pars avec lui, grosso modo, plus Toto Wolff, qui commence à dire, bah nous on veut bien accueillir Max Verstappen en Formule 1, hein. Nous on n'a aucun problème là-dessus d'accueillir Max Verstappen comme pilote de Formule 1, plus Fred Vasseur qui lui dit Adrian Newey, moi ça ne m'empêche pas d'aller le recruter quoi. Et qui recrute énormément chez Red Bull. Et Fred Vasseur a recruté énormément de personnes, il voudrait recruter Adrian Newey pour la prochaine voiture. Donc on est dans une situation qui, si Christian Horner ne part pas, Red Bull implose. Voilà. Donc va falloir voir comment ça va se passer. Et même s'il part, cette affaire va faire beaucoup de mal à Red Bull en Formule 1, parce que Christian Horner, c'est Red Bull Formule 1. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est Christian Horner qui a été débauché Adrian Newey de chez McLaren. C'est Christian Horner qui a dirigé cette équipe parce qu'il avait des acquaintances avec Red Bull, avec Mateschitz de l'époque Ardennes F3000. Donc ça va être très très compliqué quoi. Mais la situation est explosive dans les coulisses. Par contre, oui, au niveau du Grand Prix, rien à dire. La voiture est au-dessus. Ils ont fait du bon boulot pendant l'hiver du côté de chez Red Bull. Mais les à côté, ça commence à devenir très très compliqué à gérer. Plus George Verstappen qui met la pression aussi. Hein. On ne va pas se mentir qu'il met la pression sur Christian Horner. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des luttes de pouvoir en interne. La FIA aussi va peut-être commencer à s'en mêler. Plus un patron de la FIA qui, il faut bien le dire, n'aime absolument pas la Formule 1 et veut faire chier très clairement la FOM, enfin Liberty Media, voilà, il veut faire chier Liberty Media.
Donc on va voir comment ça va se passer. Il est aussi impliqué dans plusieurs affaires, le président de la FIA, notamment sur le circuit de Las Vegas, qui n'aurait pas voulu donner le grade maximum. Donc on sent qu'il y a des vrais désaccords entre l'affaire Red Bull, l'affaire entre Benz, le président de la FIA et la Formule 1. On sent que c'est électrique du côté des coulisses. Allez, on termine ces pilotes top avec Alonso. Très bon week-end de la part de Fernando Alonso, avec un matériel qui n'est pas forcément suffisamment bon pour aller taquiner les meilleurs. Mais on voit bien que ça se passe pas trop mal quand même pour Fernando. Mais il lui manque un matériel plus rapide. Ça a été plus compliqué pour Lance Stroll qui a abandonné. Heureusement, il s'est pas fait mal au poignet parce qu'au départ, j'ai eu la même réaction que Montagny. J'ai vu qu'il a resté la main avec le volant, et dans les Tech Pro, souvent le volant a tendance à faire des mouvements. Heureusement, il a réussi à pas se blesser le poignet. Mais du côté d'Alonso, ouais, le week-end est plutôt bon. Après, tu vois que, parce qu'il prend une 5e place pendant le Grand Prix, 4e en qualif, après tu vois que le problème d'Aston Martin, c'est qu'ils sont plutôt 5e écurie pour le moment, et qu'il va falloir progresser sur la voiture, parce que pour le moment, elle n'est pas suffisamment rapide, et que là, il a fait un bon Grand Prix, parce que tout s'est bien goupillé, mais ça sera peut-être plus compliqué sur d'autres pistes. Donc il va falloir travailler quand même chez Aston Martin. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, parce que c'est l'écart en qualif, je crois, le plus important entre des équipiers. Je crois que c'est même plus important qu'avec Perez et Verstappen. L'écart en qualif est énorme entre les deux. C'est-à-dire que vous avez Tsunoda qui tourne en 1.28.5 en Q3, mais en 1.28.564 en Q2, quand Daniel Ricciardo est en 1.29.025. C'est-à-dire qu'il y a 5 dixièmes d'écart. Il y a 4 dixièmes, même pas 4 dixièmes, entre Verstappen et Perez. Ce qui est déjà énorme, hein. C'est-à-dire que l'écart est encore plus important entre Ricciardo et Tsunoda. Je crois que le week-end dernier, on a énervé Tsunoda, que Tsunoda est bon en qualif aussi, mais surtout que Ricciardo, pour l'instant, il n'est pas dans le coup. Alors, le problème de Ricciardo, c'est que, bon, je le dis toujours, c'est un pilote qui n'arrive pas à s'adapter à une nouvelle voiture. C'est quand même son gros problème à Ricciardo. L'année dernière, pour moi, il s'est quand même sauvé avec une 6e place, parce que il y a eu quand même des courses qui n'ont pas été bonnes pour Daniel Ricciardo avec son retour. Il y a eu sa blessure aussi. Je rappelle que derrière, il y a Lawson. Lawson, il avait montré des très bonnes choses avec cette AlphaTauri à l'époque. Il va falloir un minimum de performance pour Ricciardo, surtout si du côté de Red Bull, il y a des gros changements en interne. Parce que Ricciardo, il est apprécié par Horner aussi. Si Horner part, Ricciardo va peut-être pas réussir à garder son volant. Surtout face à un Tsunoda qui est énervé et qui là a fait un bon week-end pour moi. Tsunoda il a fait un week-end solide, 9e place en qualification. Bon, en course il finit un petit peu plus loin, il finit à 15e. Le Grand Prix a été plus compliqué, mais je trouve que son week-end qualif et ses libres, il a été bon. Et surtout, même en course, alors que la course de Tsunoda est pas évidente, Ricciardo est derrière. Ricciardo était derrière pendant tout le week-end. 16e seulement Ricciardo. En qualif, bon, il passe en Q2, mais c'est limite. Il n'y a que Nicole Hülkenberg qui est derrière lui, sauf que je rappelle qu'en Q2, Hülkenberg il fait pas un tour. Donc il avait une qualif qui était très compliquée parce que Ricciardo il fait 1.29.065. Il y a Magnussen qui est en 1.29.029. Et il y a Albon qui est en 1.29.107. Voilà, je crois que c'est lui qui est le dernier à se qualifier en Q2. Quand tu t'aperçois qu'Ocon est en 1.29.4, 1.29.4 donc contre le temps de Ricciardo, bah, il n'y a que 4 dixièmes. Alors que l'Alpine est la plus mauvaise voiture du plateau pour le moment. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas suffisant. Et quand tu vois les écarts entre équipiers, il y a la différence entre Albon et Sargent, c'est 4 dixièmes, donc c'est moins grand aussi. La différence entre Biermann et Leclerc en 1.28.1,
Biermann fait 1,28,5, donc on est aussi sur du 4 dixièmes, pourtant c'est un débutant en Formule 1. Stroll versus Alonso, on est à 4 dixièmes en Q2, en Q3, 1,28,5, 1,28,8, c'est plus, mais on est sur du 7 dixièmes en Q2 et en Q1 il est en 1,28,250, Alonso est en 1,28,706, donc il arrive même à être meilleur qu'Alonso, donc tu vois qu'il y a un vrai problème Ricciardo en termes de rythme. Deuxième équipe ou pilote flop, Mercedes. Mercedes, il y a un problème depuis 3 ans et qu'on n'a pas réglé. Il y a un problème depuis 3 ans, oui, parce que là on nous dit que les informations qu'on a à l'usine sont différentes des informations qu'on a en piste. Mais c'est déjà ce qu'on nous disait l'année dernière, lors des essais de pré-saison. C'est déjà ce qu'on nous disait l'année d'avant aussi. Ça fait depuis 3 ans qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là d'information, de soufflerie qui est peut-être mal réglé, de simulateur qui est mal réglé. Alors ça, c'est aussi le problème aujourd'hui de ne plus avoir de possibilité de faire de roulage. Parce que, bon, moi je le rappelle, mais pour moi, le simulateur, ça n'a pas fait économiser de l'argent aux équipes. Ça coûte beaucoup plus cher, je pense, aujourd'hui, qu'à l'époque où en Formule 1, on testait des nouvelles pièces. Mais du côté de Mercedes, là, la situation est quand même pas bonne. Ils sont pas au niveau de Ferrari, ça c'est clair et net. McLaren a l'air d'être un peu mieux, surtout d'avoir une voiture plus facile d'utilisation. Et comme le disait Hamilton, bon, bah, on a toujours du pompage, quoi. Ça fait depuis 3 ans qu'on a du pompage sur la voiture. J'ai l'impression qu'Hamilton se barre aussi de Mercedes pour aller chez Ferrari parce qu'il n'est pas écouté. Parce que ça fait depuis 2 ans, 3 ans qu'il s'exprime dans la presse, mais je pense qu'il s'exprime également en interne, Hamilton, et il n'est pas écouté, Hamilton. Russell est un peu moins vindicatif, mais Hamilton, il s'est quand même exprimé à plusieurs reprises en disant que la voiture n'est pas bonne, et voilà, il n'arrive pas à s'en sortir. Quoi, la voiture, au niveau du train arrière, elle est beaucoup trop légère. C'est bien d'avoir une voiture joueuse, mais là, elle est beaucoup trop joueuse, cette voiture. Et en plus, Hamilton n'aime pas vraiment ça, d'avoir des arrières comme ça, très baladeurs. Il aime pas énormément ça, donc là, c'est un vrai problème pour Lewis Hamilton. Il est plus en difficulté que Russell, ça il faut le dire aussi. Hein. Russell s'en sort un peu mieux, mais ils sont trop loin en termes de performance. Même Aston Martin, là, ce week-end, était meilleur. Je pense que Stroll, s'il avait fini le Grand Prix, il aurait peut-être été menacé Hamilton. Donc là, il y a un vrai souci au niveau performance, donc il va falloir réussir à régler la mire du côté de Ferrari, parce que sinon ça va être très 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 long jusqu'à la fin de saison. Alors l'avantage c'est que bon, Toto Wolff il n'est pas inquiet sur Hamilton qui partira avec des secrets, parce qu'il faudra déjà que cette voiture ait des secrets de performance. Elle n'en a pas, cette voiture, des secrets de performance. Il n'y a rien qui marche dans cette voiture. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a aucune réflexion sur pourquoi il n'y a pas de corrélation entre l'usine et l'équipe. Mais encore une fois, c'est l'équipe qui a le plus souffert du budget de cap, parce qu'en termes de ressources humaines, c'est l'équipe qui a dû se séparer le plus de personnel. Et c'est ça qui pose un problème. Voilà. Mais bon, ça sera peut-être un souci aussi avec Adrian Newey et Red Bull, parce qu'on nous dit que du côté de Red Bull, Adrian Newey serait en partance pour un projet hypercar. Du fait est que ça ne marche, enfin que le budget cap, il prend trop d'argent sur le budget cap. Bon, on verra ça dans le futur. Je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses dans les 2 semaines à venir. Et puis je termine avec Sauber. Pas exceptionnel Sauber. Alors en plus, avec pas de chance pour eux, Zhou a cassé la voiture en fin d'essai libre 3. Il a fallu la réparer. Il n'a pas pu participer au qualif pour genre 2 ou 3 secondes. Donc ça, c'est vrai que c'est très frustrant. Mais de toute manière, est-ce qu'il serait rentré en Q2, c'était pas sûr. Bottas, lui, il est en roue libre. Bon, voilà. Bottas, il fait plus d'efforts. Hein. Je crois que même Raikkonen fait plus d'efforts que Bottas. Enfin, il y a un moment... bon, oui, c'est marrant, il monte son cul sur des calendriers. Et, c'est un personnage atypique, mais on est dans le sport professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on attend un minimum de performance dans une voiture. S'il n'y a pas le minimum de performance, faut mieux qu'il laisse sa place à Pourchaire. Enfin, Pourchaire, il est un peu délocalisé au Japon parce qu'on a gardé Bottas. Je suis pas convaincu du fait de conserver Bottas. Pour moi, il n'apporte pas grand-chose à cette équipe. Il n'apporte pas sur la mise au point de la voiture. Voilà, il n'apporte pas grand-chose. Donc pour moi, je vois pas pourquoi on le conserve. Et surtout, il fait plus le poids face à Zhou.
C'est-à-dire que malgré un Zhou qui n'a pas fait de qualification, malgré un Zhou donc, qui a perdu du temps sur son week-end de course, Zhou, dimanche, enfin samedi plutôt, il est plus rapide. Quasiment que Bottas, enfin en fin de course où il est devancé, mais l'écart de performance entre les deux est minime. Parce que ça joue vraiment sur la fin de course. Enfin, pour moi, très clairement, il y avait un gros problème de rythme sur cette voiture. Et je me dis, bon, bah, on sent qu'on est sur une année où on attend l'arrivée d'Audi. Sauf que bah, ça serait bien de créer un bon châssis quand même. Parce qu'ils ont un moteur Ferrari, ils sont en aucun cas en capacité d'aller chercher As en termes de performance. Ça montre bien qu'au niveau châssis, c'est pas top. Donc je pense que Audi, ça va pas être facile l'arrivée en Formule 1, parce que certes, il faut travailler sur le moteur. Les autres ont déjà un peu d'expérience sur ce type de moteur-là. Mais en plus, les châssis de chez Sauber, c'est depuis quelques années qu'ils sont pas bons. Donc il va peut-être falloir réussir à rectifier le tir en cours d'année, parce que sinon, ça va être très long. Bon, et bien tout de suite, on regarde les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements, le classement constructeur et le classement du championnat du monde pilote. On commence par le classement du championnat du monde des pilotes. Max Verstappen, 51 points sur 52 possibles. Autant vous dire que c'est un excellent début de saison pour le pilote néerlandais. Derrière lui, Sergio Pérez, 2 fois deuxième avec 36 points. Il a 8 points d'avance sur Charles Leclerc. On retrouve ensuite George Russell, 4e, devant Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alonso, Lando Norris, qui marque également des points. C'est sûr que Carlos Sainz, son abandon, enfin sa non-participation plutôt au Grand Prix d'Arabie Saoudite, ça lui coûte quand même pas mal de points au championnat du monde pilote, parce qu'une 4e place aurait pu lui permettre d'être juste derrière, d'être au niveau de Charles Leclerc et donc d'être pas très loin de Sergio Pérez, alors que là, il se retrouve bien plus loin. Vous voyez que pour le moment, seulement 12 pilotes ont marqué des points au championnat du monde. Du côté du classement constructeur, bien vous voyez que c'est Red Bull qui est en tête, qui caracole en tête, 87 points sur 88 possibles, là encore, avec derrière Ferrari, 49 points, donc est déjà loin derrière, et puis ensuite la bagarre pour la 3e place entre McLaren, Mercedes et Aston Martin. McLaren devant Mercedes, mais le match risque d'être serré tout au long de la saison, et puis As qui a marqué un petit point, ce qui fait qu'on a encore 4 équipes qui sont à 0 points. C'est le cas de Racing Bulls, d'Alpine, de Sauber et de Williams. Prochain Grand Prix, ça sera l'Australie, ça sera, que je retrouve la date, je ne sais pas si j'ai les dates, voilà, l'Australie, ça sera le 24 mars prochain, du côté de Melbourne. Ensuite, on ira à Suzuka, et le grand retour en Chine, ça sera au mois d'avril. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!